Bonjour à tous, bonjour Rav Sadine. Bonjour Antoine, bonjour les téléspectateurs. Dans notre grand voyage à travers les grands courants de la pensée dominante aujourd'hui en Occident, on aborde un thème particulièrement sensible puisque nous allons parler aujourd'hui du féminisme. Comme à notre habitude, on va tenter d'en rester d'abord à la compréhension, comprendre de manière analytique ce dont il s'agit, ce dont on parle, avant que vous nous exposiez dans un second temps l'enseignement issu de la Torah à ce sujet. Alors, le féminisme n'est pas vraiment une revendication nouvelle, puisqu'on peut dater l'origine de la fin du XVIIIe avec la revendication des femmes pour l'équivalence de leurs droits civiques. Peut-être on peut démarrer par là avant de déployer ensuite l'historique de ce mouvement féministe, Rav Sadine. Oui, tout commence avec la Révolution française, avec Olympe de Gouges, qui réclame la citoyenneté, l'égalité des droits, la parité des droits, l'égalité des droits des femmes pour les hommes. C'est un terme qui a été pas inventé par les femmes, a été inventé par Alexandre Dumas fils, le féminisme. Et après, vous avez toute une histoire pendant presque 2 siècles, où principalement le féminisme est une revendication des droits civiques. Droit de vote, ceux qui veulent voter comme les hommes, qui ne sont accordés en France qu'en 1945, les suffragettes, ça a été des combats extraordinaires. Et surtout des stéréotypes antiféministes terribles dans les journaux machistes en France, en Europe, et même en Amérique. Donc voilà. Il y a eu ce mouvement qu'on a nous réalisé, on est tout à fait d'accord, la Torah, depuis des millénaires, donne des droits civiques aux femmes. Peut-être pas, dès que ça touche quelque chose de spirituel, il y a des différences, mais en tous les cas, le droit absolu d'être vécu comme un être humain, qui a les mêmes droits qu'un homme, ça existe dans la Torah. Par exemple, je vous donne un exemple, il était écrit dans le Code civil, après la revendication de Olympe, par Napoléon, qui était une réaction réactionnaire à Napoléon, que l'homme devait obéissance, que la femme, la fille, devait obéissance à son père, et que la femme devait obéissance à son mari. Ben, dans la Torah, non. Dans la Torah, après 12 ans, jusqu'à 12 ans, oui. Après 12 ans, la femme n'est plus, elle doit respecter ses parents, mais elle n'est plus du tout obligée d'écouter son père. Elle peut avoir prendre des décisions. C'est pareil avec son mari. Il y a un aphorisme qui s'appelle la femme bien, celle qui est capable d'écouter, d'une écoute de son mari. Mais ce n'est pas une obligation légale. Une femme peut avoir ses opinions, peut se battre contre son mari, peut dire je suis pas d'accord avec ça et ça. Donc de façon très précoce, la Torah a milité, pas milité puisque c'était une révélation, mais a exposé le droit civique des femmes à un niveau presque comparable aux hommes. Il y a des exceptions comme le témoignage. Peut-être qu'on peut dire quand même sur quoi c'est fondé ces exceptions quand même, puisque c'est souvent une critique qui est faite. Oui, c'est une critique que j'entends. Bon, je ne peux pas l'aborder en quelques secondes. Il y a l'idée, très rapide, qui va pas plaire aux féministes, attention, que la Torah pense que le cœur des femmes est tellement beau, tellement grand, que son témoignage risque de s'orienter vers, ou la même chose pour le juge, de s'orienter vers systématiquement la clémence. Et donc, le juge doit être là pour la loi radicale, qu'on applique très rarement, mais il faut qu'elle soit dite. Bon. Voilà, en gros, le paysage des droits civiques qui est complètement bon. Toute l'histoire du féminisme avant Simone de Beauvoir, avec la Fronde, avec des personnages comme Louise Michel, qui est la Vierge Rouge, qui est une personne magnifique d'un point de vue de son engagement, qui a été la pauvre exilée en Australie, je crois, et qui est revenue après. Il y a vraiment des grandes figures héroïques de l'histoire du féminisme pour assurer. C'est un mouvement, d'après moi, conformé avec la Torah. Les droits civiques, inclusifs et non pas exclusifs, sont le fondement de l'égalité humaine. Et le fait qu'un homme et une femme ont le même niveau de neshama, quelqu'un qui frappe une femme ou qui frappe un homme, quelqu'un qui tue une femme ou qui tue un homme, on a exactement le même niveau. C'est un crime qui est exactement le même niveau. C'est même pire avec une femme. Donc voilà, on s'est assuré ce féminisme de la première vague, comme on l'appelle, est complètement recevable par la Torah. Voilà, seulement il y a plusieurs autres vagues où là... vous savez, ils sont terribles, parce qu'ils disent 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues. On va en prendre 3 et peut-être une 4e, on va parler très rapidement. Il y a la 2e vague, qui est très intéressante, c'est Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir a fait une bombe exceptionnelle. D'après moi, qui n'est pas encore, peut-être, mesurée à juste mesure, une bombe qui s'appelle le deuxième sexe. Qui, d'après moi, est plus important dans le fait ça a changé la société, que tous les autres livres de Sartre, L'être le néant et tout, qui était plutôt un livre à la mode, très philosophique, très intéressant, mais qui était plutôt une mode de l'existentialiste. Mais ce livre est un livre incroyablement bien structuré, encore une fois.
incroyablement intelligent, et pour moi, incroyablement pervers. Bon, il faut y rire. En quoi c'est une bombe? D'abord, il faut que vous lisiez. C'est une bombe parce que elle a importé la théorie existentialiste sur le champ sociologique de la position de la femme dans l'histoire de l'Occident, ou même dans l'histoire mondiale. Ça veut dire quoi? Vous verrez. Ça veut dire qu'elle a exploité les thèmes de Sartre. C'est quoi l'existentialisme? Alors, on est obligé de prendre 2 minutes. L'existentialisme, c'est de dire, les objets, Sartre prend l'exemple de coup de papier. C'est marrant qu'il prenne l'exemple de coup de papier, parce que le coup de papier porte le nom de sa fonction. Donc, un homme crée un coup de papier, donc sa fonction, son essence existe avant son existence. Il est là pour couper du papier. Un homme, dit-il, dans l'existentialisme, n'est pas comme ça. Un homme, puisqu'il est athée, il pense que l'homme est un projet dont la base profonde est la liberté. Et donc, l'homme, l'existence précède l'essence. Je ne veux pas dire des choses trop philosophiques, mais l'idée, c'est l'idée banale que tout le monde dit, mais c'est pas que ça. C'est de dire que l'homme crée sa propre essence. Il est libre de créer un projet, il est libre de s'auto-définir, il est libre de se donner un destin qui n'est pas prédéterminé par un dieu ou par la sociologie ou par ce que vous voulez. Et d'un point de vue plus profond, philosophique, il constate que la pensée, l'essence, est un produit d'un arrachement du stance. Existence, littéralement, c'est sortir du stance, sortir de l'être. Le fait de sortir de l'être permet à l'homme de penser. Alors que les animaux et les objets ne pensent pas, parce qu'ils sont structurés par l'être. Voici les 2 idées fondamentales de l'existentialisme. Et nous disons à Sartre, qui est sympathique, puisqu'il a dit à la fin de sa vie, le seul système possible métaphysique, c'est le judaïsme. Il a dit ça, il a même écrit, je crois, à Béni Lévy. Donc il a découvert la Torah à la fin de sa vie, en s'étonnant comment les chapitres dans Baba Metzia convoquent des études très poussées sur l'aviation, le rapport patron-ouvrier, patron agricole, cette phrase magnifique du Talmud, Avadim la Hashem et là Avadim la Avadim. Vous êtes l'esclave de Dieu et pas les esclaves des esclaves. Donc personne ne peut vous aliéner dans le travail. Alors, retour à Simone de Beauvoir, donc, avec ce qu'on a appris grâce à vous, oui. Ce système-là est mis, donc, en circulation, si je puis dire, dans quel champ, avec Simone de Beauvoir? Alors, elle nous dit la chose suivante. Elle dit, l'homme n'est pas comme cela, bien sûr, puisqu'il est un projet. La vie n'a pas de sens, il faut donner du sens à la vie. Et le propre du sujet, c'est d'inventer son destin. Parce que Simone de Beauvoir reprend cela. D'ailleurs, il y a une critique marxiste sur Sartre, en disant qu'il passait complètement à côté des structures économiques, sociales, qui déterminaient l'humain, et que c'était le nouveau visage caché de la bourgeoisie. Ça a été très classique à l'époque, les communistes étaient des terroristes intellectuels, comme aujourd'hui, les woke ou l'extrême gauche de Mélenchon, c'est toujours le même système, c'est le terrorisme intellectuel. Mais lui, il disait non, la liberté est fondamentale. Et ce que dit Simone de Beauvoir, elle dit la femme ne naît pas femme, elle le devient. Phrase qui a fait rire des gens, qui trouvaient ça ridicule. La femme n'est pas femme parce qu'elle est femme. C'est quoi cette histoire? Oui, mais elle dit, il y a des figures historiques de construction de l'éternel féminin qui ne correspondent pas à une essence, mais qui sont la construction historique de l'image de la femme, qui chosifie la femme, qui fait que la femme est chosifiée comme un objet du désir, comme un objet magnifié, mais elle est chosifiée. Et comme elle est chosifiée, elle est aliénée. Et donc la femme doit reprendre en main son destin et s'auto-définir contre cette aliénation sociologique de l'éternel féminin. Alors il existe un autre, on va en parler très rapidement, un autre féministe qui est lui différentialiste, qui considère qu'il y a une spécificité féminine et que simplement il faut se battre contre l'hiérarchisation des attributs masculins par rapport aux attributs féminins. C'est le wokisme aussi. Mais le féminisme classique, universel, c'est très français, là, c'est américain, c'est dire non, il n'y a pas de différence essentielle entre l'homme et la femme. La femme peut se construire librement, comme un projet, comme l'homme. Et elle dit une phrase terrible, elle dit le malheur de la femme, c'est qu'elle est obligée de répéter la vie. Là, c'est une contrainte, quand même, une espèce de détermination. Mais elle le dit. Elle le théorise, hein. Elle dit, par exemple, que l'homme crée et la femme procrée. Et c'est ça le malheur de la femme. L'homme est une extériorité. Il peut conquérir, la femme est une intériorité. L'homme est actif, la femme est passive. Elle dit ça. Mais elle dit justement, le malheur de la femme, c'est effectivement l'enfantement, puisqu'elle est prise dans son corps pendant 9 mois, plus l'allaitement. Et c'est pour ça qu'elle revendique l'avortement et la contraception comme
instrument de la libération féminine. Et donc, ce féminisme universel veut combattre le déterminisme biologique et veut donner au visage des femmes un visage absolument libre, à partir de zéro, de ce qu'elles veulent devenir. C'est ça, le féminisme radical, qui était une bombe atomique. Parce que elle a, dans son livre, elle donnait des descriptions très crues de la féminité, du corps féminin qui l'aliénait, etc. Elle a dit, elle n'a pas voulu avoir d'enfant. Elle s'est vécue comme en pensant que c'était une faute morale de ne pas se projeter dans un pour soi et de tomber dans un en soi. Et elle a eu une analyse très fine, en réalité, que la femme développe dans sa volonté de s'affranchir de la domination des stéréotypes occidentaux, ou d'ailleurs même tiers-mondistes, sur la femme qui est encore plus fort, en se projetant vers un projet dont elle serait la seule à connaître l'itinéraire. Mais elle se heurte à une pensée masculine qui la réduit en objet. Et donc elle a beaucoup de mal à s'affranchir de cette pensée masculine qui la réduit, qui la ramène toujours à l'essentialité féminine. Et donc voilà le combat de Simone de Beauvoir, qui a été une bombe atomique, parce que ça a été la revendication de tous les féministes, des millions de femmes en Amérique. Ça a été la libération sexuelle, ça a été mai 68, ça a été les hippies, ça a été tout ce que vous voulez. Alors comme toujours, il y a des justifications à tous ces discours, notamment sur les stéréotypes, etc. Qu'est-ce que vous opposez à cette pensée-là? Quel est le point, le talon d'Achille, le point faible? Encore une fois, l'erreur fondamentale du féminisme beauvoirien, c'est l'oubli de la résonance. Et vous verrez que cette discussion est une discussion en réalité qu'on retrouve partout. On le retrouve souvent dans nos discussions sur les grands courants de la pensée. Ça semble être un trait commun de la pensée. Complètement. Ça veut dire que l'homme, effectivement, construit son futur. On a parlé de ce midrash, où Dieu dit, est-ce que je crée l'homme, je crée pas l'homme. On en a parlé déjà, on va le redire très vite. Dieu convoque les anges, est-ce qu'il est pertinent de créer l'homme ou pas? Et certains anges disent, crée l'homme. Certains anges disent, ne crée pas l'homme. On a un fracas dans les cieux, oui, non, oui, non. Et Dieu dit, au milieu du fracas, pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Et tout le monde pose la question, mais pourquoi Dieu suscite une discussion sur la pertinence de créer l'homme, et qu'il n'attend pas la fin de la discussion, et qu'il crée au milieu? Et la réponse que le Maral donne, c'est de dire parce que cette discussion, elle dure toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, si on écoutait un peu le ciel, il y a des anges qui disent, ah, l'Ibaré ne crée pas, et des anges qui disent, Ibaré. Et qui va justifier la pertinence de la création humaine? C'est pas Dieu, c'est pas les anges, c'est l'homme. C'est toi-même à chaque instant. Si tu fais le bien, si tu t'engages dans la vérité, dans la justice, si tu combats le mensonge, si tu combats l'aliénation, Ibaré. Magnifique l'homme. Si tu te compromets dans la violence, dans le mépris, dans la radinerie, dans la mauvaise parole, dans la mauvaise foi, Ibaré. Et donc l'homme est dans cet entre-deux où ce n'est que lui qui pourra justifier sa création. C'est un existentialisme. Oui, complètement. Simplement là où ce qui leur manque à tous. Et c'est tellement triste. C'est la résonance. Ça veut dire, cette liberté, Lévinas disait une phrase que j'aime beaucoup. Il apporte un aphorisme, une phrase, qui n'est pas dans le Talmud d'ailleurs, mais qui est un proverbe juif. Du raisin neuf, du vieux vin dans du raisin neuf. Vous voyez la puissance de cette image. Du vieux vin dans du raisin neuf. C'est avec le rapport intellectuel à la vie, la conquête du sens, la conquête de ton autodéfinition, c'est du raisin neuf, c'est à toi, c'est ta liberté. Mais elle ne se projette pas dans le vide. Il n'y a pas, on est d'accord, il n'y a pas des essences gravées dans le marbre comme chez Platon, où il faudrait retrouver que le fameux connais-toi toi-même à l'entrée de l'académie platonicienne, je crois, non, c'est pas dans l'académie, c'est dans le temple de Thalès, je crois, je sais plus, que toute la philosophie, non, connais-toi toi-même, c'est comme s'il y avait des essences éternelles que tu devrais découvrir. Non. Tu vas créer ton essence, mais cette création elle-même rejoint une méta-essence qui est en résonance avec ta recherche. C'est l'art. Un grand artiste, s'il vous dit, voilà, j'ai voulu mettre dans ma toile ou dans ma musique ce que j'avais conçu avant, je peux vous garantir que c'est un petit artiste. Un grand artiste est dépassé. Mais il a créé ça. C'est lui qui a créé ça. Il a créé dans l'inspiration, mais il a rencontré autre chose que lui-même. C'est ça la méta-essence qui passe par la liberté, mais qui ne va pas dans le vide. Sartrien, Beauvoirien, Wakiz, où on va, où il n'y a rien d'autre. C'est ridicule que je vois entre nous de dire que l'homme construit sa propre essence comme il veut, sans référence. C'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que dans ce cas-là, pourquoi je ne me ferais pas nazi
je crée pas. Qui va te donner le bien, le mal? Ils sont très embêtés par ça. Quand j'ai des discussions avec des intellectuels qui sont dans cette mode universelle aujourd'hui, rien n'existe, la French Theory. Tout est construction, il n'y a pas de valeur, il faut absolument dépenser l'identité, il n'y a pas de valeur en soi, tout est construction historique. Alors si c'est comme ça, pourquoi vous condamnez le racisme? En quel nom? Pourquoi vous condamnez le nazisme? C'est une construction, chacun fait ce qu'il veut là, mais il n'y a que matière, voilà. Donc eux-mêmes se contredisent eux-mêmes. Quand un philosophe dit il n'y a pas de vérité, quand Foucault dit il n'y a pas de vérité, il n'y a que des faits, Nietzsche le dit avant, il se contredit lui-même, puisqu'il dit une vérité. Il dit une vérité, puisqu'il n'y a pas de vérité, comment tu peux affirmer comme vérité qu'il n'y a pas de vérité? Donc voilà, c'est ce non-sens philosophique dont la Torah nous sauve, dont la Torah nous sauve. Elle nous donne une liberté absolue de construire du sens, de construire sa vie, d'être un projet fulgurant. Mais ce projet fulgurant est en résonance, j'aime ce concept de résonance, avec quelque chose qui m'échappe complètement, mais qui est quelque chose, quelque part, le plus profondément lié au secret de mon âme. C'est ce qu'on appelle le Tselem Elokim. Oui, mais comment est-ce qu'on peut avoir cette résonance, cet accès à la résonance ou cette écoute de la résonance si on n'est pas concerné par la révélation, qui est justement cette résonance? On peut pas. Parce que vous dites c'est Tselem Elokim, on peut dire qu'on l'a en nous-mêmes. Dans certains artistes. Oui, certains artistes rencontrent l'altérité de la révélation. Mais ils ne la théorisent pas. Mais au niveau du théorique, si vous n'avez pas la révélation, la pensée de la révélation, qui n'est pas encore une fois une formule toute faite, c'est une connexion avec la pensée divine. Anochi, qui est la première phrase des 10 commandements, c'est Ana, moi. Nafshi, mon âme. Katavna ve'yivna. L'acrostiche de moi, dit Dieu. Mon âme, je l'ai écrite et je te l'ai donnée. Vous vous rendez compte? Donc la Torah, c'est la parole du feu divin qui pénètre la pensée humaine et qui, par sa liberté, va aller dans tous les sens. Va produire du concept absolument nouveau, infini. Alors que la pensée existentialiste athée va produire quoi? Alors, est-ce qu'on ne peut pas quand même avoir un accès? Vous avez parlé de Lévinas tout à l'heure. Je voudrais citer, il y avait un court texte qu'il a publié dans Difficile Liberté qui s'intitulait Le judaïsme et le féminin. Oui. On parle des femmes. Hein. Oui. Il soutenait que le féminin, rencontré d'abord dans la relation érotique, brise le cercle du même pour l'ouvrir à cette dimension salutaire de la transcendance. Alors, sans faire de démagogie, est-ce que le féminin, souvent associé à l'immanence, n'est pas la clé, finalement, qui permettrait d'accéder à cette transcendance? Complètement. C'est écrit noir sur blanc à la Kabbalah, où toute la structure de la révélation est féminine, masculine. Et vous avez aussi cette idée d'une voix féminine qui perce à la fin des temps, avec les filles de Tselophrad, les filles de Tselophrad revendiquent un droit féminin que Dieu dit, Shoméa, écoute la voix des femmes. Et donc on n'a pas tellement vu ça aujourd'hui, peut-être il y aurait une voix féminine à la fin des temps, mais peut-être pas encore à la fin des temps, qui serait la révélation d'un pan de la Torah purement féminin, que l'homme est incapable de produire en tant que masculin, et qui serait essentiel à l'économie générale de la vérité toranique. Où est-elle? Je pense qu'elle l'est déjà un peu avec les Rabbaniot, toutes ces femmes qui enseignent la Torah, qui ont une approche merveilleuse des textes, à leur façon. Mais je pense qu'il nous manque encore le tronc absolu de cette voix féminine, qui est prévu dans les textes mêmes de la Torah. Il y a aussi l'idée, finalement, de l'association du féminin et du masculin, qui peut être aussi la possibilité, peut-être même par soi-même, de dépasser chacun soi-même, finalement. Mais complètement. Vous avez entièrement raison. Vous savez, les deux chérubins qui étaient sur l'arche, ils pouvaient être vus comme un couple qui s'embrassait, même qui s'aimait. Les Romains, Brutus, comme ils étaient, ils se sont moqués des Juifs. Ils ont dit quoi? C'est ça qu'ils disaient. Ils ont cru que c'était des idoles. Bon. C'est ça qu'ils disent. Ils idolâtrent le sexe, en gros, puisque les chérubins étaient un amour. Et cet amour, c'était le féminin et le masculin, qui est une des clés de l'altérité et la possibilité, effectivement, d'échapper à la puissance du même et de rentrer dans l'altérité de l'autre, qui ouvre en moi des dimensions d'altérité qui sont à l'intérieur de moi. On a tous du féminin et on a tous du masculin. Donc, à ce niveau-là, le rapport féminin-masculin n'était pas simplement une question sociologique, d'égalité des droits. C'est une question métaphysique. Chaque homme a du féminin et du masculin qui se doit d'épanouir dans son discours de vérité. Et chaque femme a du féminin et du masculin qu'elle se doit aussi
d'épanouir dans son discours de vérité. Finalement, parfois, les féministes reproduisent un discours masculin où on nie précisément l'autre. Complètement. Ça a été la discussion. Vous savez qu'il y a une scission dans le féminisme moderne. Vous avez les universels, inspirés de Simone de Beauvoir, et vous avez les différentialistes, inspirés de Fuchs. Je crois qu'elle est juive. Elle est juive. Elle a un nom juif, qui dit, elle, non, faut pas reproduire pour la femme. La femme n'est pas femme quand elle reproduit les droits civiques et les comportements, les attributs du masculin. Vous détruisez. Et donc, ça va avoir des répercussions énormes. C'est une discussion pas simplement politique, mais idéologique, philosophique, ontologique. Par exemple, est-ce que les mouvements féministes vont intégrer dans leur combat ceux qui transforment, je vais pas dire trop de mots, on est de temps, ceux qui se transforment, on se rappelle, grande discussion. Certains féministes disent ouais, vous parlez de ceux qui changent de sexe, quoi. Une horreur, pour moi une horreur. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Pour tous, pour gens, les pauvres, je les accuse pas, mais c'est une horreur. Alors il y a une grande discussion, est-ce qu'elles sont assez femmes pour entrer dans le combat féministe? Alors les universalistes disent oui. Mais Simone de Beauvoir disait, puisqu'il n'y a pas de féminin de masculin, il y a que de l'universel de volonté, de liberté. Et les différentialistes disent non, vous contaminez le combat de la radicale différence du féminin par rapport au masculin, surtout qu'on reproche à ces personnes de surexposer leur féminité de façon, vous savez, un peu en prenant les stéréotypes du désir masculin, avec des paillettes, des grandes perruques, bon, ils n'ont pas du tout ça. Ils sont tous en jean, on va dire MLF. Bon. Donc vous avez des répercussions énormes par rapport à ces deux mouvements féministes. Et après vous avez le féminisme queer, vous avez le féminisme noir, vous avez toutes sortes de féministes avec des études dans les universités, toute la journée sur ça, mais je comprends pas qu'ils peuvent. C'est quand même pathétique de voir comment on essaie dans chaque situation. Et après, il y a la cancel culture, qui est une catastrophe. On va accuser des ouvrages de très grande qualité, de Flaubert, de Maupassant, qui était un grand machiste, quand même. Mais on va cancel, comment on dirait cancel en français? Annuler, oui. Annuler l'accès à la littérature quand elle reproduit des stéréotypes machistes. On est devenu fou. On va effacer l'histoire comme si l'homme n'était pas assez fort pour lire un texte en comprenant. Quand je lis Tintin, par exemple, moi j'aime beaucoup de Tintin, aux toilettes, parce que dans le reste du temps j'étudie. Mais Tintin, il reproduit des stéréotypes racistes, très souvent pas méchants, mais même chez le juif, il est comme ça, avec l'argent, bon, que des stéréotypes, le noir, l'arabe. Mais d'accord, on comprend que c'était l'homme de son temps, on rigole bien en lisant Tintin, mais on va pas commencer à brûler Tintin parce qu'il reproduit des stéréotypes, ça va. Faut être un peu plus fin, un peu plus intelligent et un peu plus serein par rapport à ces problématiques. C'était ce dont on avait parlé dans l'émission consacrée au wokisme précisément, c'est-à-dire que c'est avec une négation de l'histoire, négation de l'évolution du mouvement finalement. Et la capacité de comprendre que même dans des périodes où effectivement la femme où les races ont été maltraitées, se forgeaient déjà des pensées qui potentiellement étaient des forces de libération. La poésie, la littérature, et quelqu'un qui arrache l'homme de sa chair, de son identité raciale. Et donc, il ne faut pas condamner, à moins que ça soit vraiment que du stéréotype, mais on peut pas détruire, brûler Maupassant sous prétexte que c'est un machiste, parce qu'il faut voir dans Maupassant la flamme littéraire qui est elle-même une des conditions de la libération de l'humain. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux hommes aussi pour non pas devenir féministes, mais pour laisser s'exprimer cette dimension du féminin qui est parfois... Complètement, il faut. D'abord, le Rambam, un texte que j'adore, que je récite à tous les nouveaux mariés, le Rambam m'a dit que tu dois considérer ta femme comme une princesse. Et tu dois lui donner, d'après la halakha même, d'après le Rambam. Si vous avez la galanterie a été inventée par la halakha. Si vous avez qu'une chaise, alors les féministes vont dire c'est une autre façon d'instrumentaliser la femme, de l'aliéner avec cette galanterie, etc. Mais non, on te dit que l'homme se doit d'être extrêmement précautionneux avec la femme. Et maudit est celui qui utilise sa force masculine pour insulter, ou pour abaisser, ou pour vexer, ou pour la femme. Il n'y a rien de pire. J'ai lu un texte qui dit que Dieu déteste ces gens-là. Déteste. Parce que il y a une force physique de l'homme supérieure à la femme, c'est une évidence, qui ne peut pas être utilisée à une seule seconde comme moyen d'expression de domination de l'homme sur la femme. Donc respect radical, amour radical, et recevoir l'altérité féminine.
La femme peut nous apprendre énormément de choses et nous pouvons apprendre énormément de choses à nos femmes si on est dans ce dialogue d'amour et de merveille. Déjà une notion de ce que c'est l'altérité, finalement. Exactement. Il faut étudier avec sa femme. C'est une pratique absolument nécessaire. Ceux qui étudient la Torah doivent étudier avec leur femme. Parce qu'elle est très souvent, elle inaugure une pensée que nous, les hommes, un peu pas crétins, mais un peu lourdingues, on ne pensait même pas. Et elle ouvre des perspectives. Moi, je le fais avec ma femme. Absolument fabuleux. Il faut le faire. Merci beaucoup, Rav Sadine, pour ces enseignements et ces conseils précieux. Merci beaucoup. Merci à tous. Je rigole. Merci à tous pour votre attention.